Dans l'actualité de ce jeudi 6 juin 2019, début effectif des examens du BEPC, du CAP et du BEP, plus de 304 000 élèves composent au brevet d'études du premier cycle. Le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouattara, a donné le coup d'envoi ce matin à Boussé, dans le Kourouéou. Terrorisme et publication sur les réseaux sociaux, le gouvernement veut passer à la sanction. Les auteurs de publications jugés malsaines et pouvant démoraliser les soldats sur le terrain seront punis. Un projet de loi portant relecture du code pénal a été adopté ce jeudi en Conseil des ministres. Voici pour le sommaire et bienvenue à tous. C'est le moment de prouver que les leçons scolaires ont été bien assimilées. Les candidats au diplôme du BPC, du BP, du CAP composent depuis ce matin, cette année, plus de 304 000 candidats contre plus de 314 000 l'an passé vont à la conquête du brevet d'études du premier cycle, fait marquant donc la baisse du nombre des candidats. Plus de 10 000 élèves des régions fortement touchées par l'insécurité manquent à l'appel. La session 2019 a été lancé officiellement au lycée provincial de Boussé dans le plateau central. Rémi Lambert-Nébier. C'est à leur tour de décrocher le parchemin qui a nécessité 4 années de préparation. Candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC, ils sont 304 096 sur le territoire national à rechercher ce diplôme avec une prédominance des filles. La session 2019 enregistre 52% de candidates et elle semble bien prête à porter le flambeau. Oui, je suis prête. Ouais. Pour leur premier test, l'homme de Baba Ama, ancien ministre de la Culture et homme de lettres, n'était pas loin. L'épreuve de dictée a porté sur un extrait de son roman Kalahaldi, La patte de Charouin, paru en 2014. Et ce ne sont pas les encouragements et motivations qui ont manqué à ces candidats de Boussé pour affronter sereinement cet examen. C'est dans cette localité, située à 52 km de Ouagadougou, que le ministre en charge de l'Éducation nationale s'est rendu pour le lancement de la session 2019 du BEPC, du brevet d'études professionnelles BEP et du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Alors pour les examens du BEPC sur l'étendue du territoire national, nous avons une régression de 3% par rapport à l'année dernière où nous avions 314 000 candidats. Et cette situation s'explique par, de notre point de vue, par les raisons suivantes. La première raison est que on a une situation de fermeture d'établissements dans certaines régions, comme celle de l'Est, où il y a eu une fermeture très tôt, donc d'établissements qu'on n'a pas pu ouvrir, au nord et puis au Sahel. À Boudoumou aussi, quelques situations. Mais ce n'est pas seulement cette raison, parce que quand on regarde les statistiques, on a moins de candidats, par exemple, dans la région du centre, que l'année dernière, moins de candidats dans la région des Hauts-Bassins que l'année dernière. En fait, l'année dernière, nous avions donc un peu plus de 42% de taux de succès, contre 28% l'année d'avant. Et donc, il y a eu moins de redoublants aussi, et donc ça a pu jouer. L'enseignement technique et professionnel enregistre une hausse d'effectifs de 6,5% en cette session 2019. Les candidatures féminines ont atteint également un niveau de 39%. Le ministère en charge de l'Éducation nationale dit avoir fait cependant face aux agressions terroristes dans l'organisation de ces examens. Il y a effectivement des agressions contre le déroulement de ces examens. Vous avez dû voir donc il y a eu une attaque contre un convoi donc du MENA qui allait pour déposer des épreuves dans une localité donnée. Mais cette attaque a été repoussée avec succès par les forces de défense et de sécurité qui donc accompagnent donc le dépôt. Ça veut dire que des dispositions sont prises. Il y a eu une attaque hier donc contre le commissariat de Funza où effectivement nos sujets étaient entreposés pour des raisons de sécurité. Et donc, je ne sais pas comment ils se sont rendus compte de cela, mais toujours est-il que les cantines ont été visées, puisqu'il y a une des cantines qui a été endommagée et elle a été remplacée hier. Donc, tout se passe bien. Donc, nous sommes résilients face à cette situation et nous travaillons à ce que tout se passe bien. L'État a consenti environ 15 milliards de francs CFA pour l'organisation de ces examens de fin d'année. Les premiers résultats sont attendus pour le 14 juin prochain. À Bobo Dioulasso, c'est au lycée provincial Molo-Sanou que la première enveloppe contenant les épreuves a été dévoilée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Près de 43 000 candidats composent dans 96 centres secondaires. Là également, il y a eu une régression du nombre de candidats au BEPC. Marie-Adélie Nébier, Soto Justin Dabiré. La première épreuve
Il est 7h21 lorsque, ciseaux en main, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins procède à l'ouverture de la première enveloppe scellée contenant l'épreuve de dictée. L'épreuve de français dictée, le titre c'est La plaine commune. Et c'est parti pour le début effectif des épreuves du BEPC 2019. Avant le lancement officiel, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a visité certaines salles de composition pour encourager les candidats. Et comme chaque année, je suis venu ce matin en compagnie des autorités en charge de l'éducation et des autorités provinciales et communales pour encourager les candidats et souhaiter plein succès aux candidats au BPC cette année. Malgré la peur, le stress, l'impatience, certains candidats disent être prêts pour le début des épreuves. Je me sens j'ai un peu peur. Oui, ça va aller, c'est bien Dieu. C'était juste pour souhaiter bonne chance à tous les candidats et que Dieu nous facilite la tâche. Vraiment. Malgré le contexte sécuritaire, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens de BEPC, BEP et CAP dans la région des Hauts-Bassins, rassure le directeur régional de l'enseignement post-primaire et secondaire. Nous organisons de plus en plus ces examens dans un contexte particulier que vous savez tous, c'est les défis sécuritaires. Et nous devons mettre tout en œuvre, même dans notre région, avec les forces de défense et de sécurité, pour parer à d'éventuelles menaces sur le déroulement de ces examens. Un seul bémol a signalé néanmoins une attaque sur le commissariat de Funza a endommagé une des cantines contenant les sujets du BEPC de la commune de Fafo, une commune rurale située dans le département de Koti, dans la province du Tuy. Il a été procédé au remplacement de la cantine endommagée selon le directeur régional de l'enseignement post-primaire et secondaire des Hauts-Bassins. Nous avons déploré avant-hier une attaque sur le commissariat de Funza qui a endommagé une des cantines. Et nous avons procédé hier dans la nuit au remplacement de cette cantine. Donc l'examen va se dérouler, va commencer en même temps, aussi bien pour Fafo, dont la cantine avait été endommagée, que les autres centres. La région des Hauts-Bassins compte 40 968 candidats au BEPC, 1999 au BEP et au CAP, soit un total de 42 967 candidats. 22 643 filles sont candidates au BEPC, BEP et CAP, soit environ 52,69% des candidats. On compte 2150 surveillants et 1940 membres du jury mobilisés pour le bon déroulement des examens. Les résultats provisoires sont attendus en principe le 14 juin 2019. La déception des CEDAIP vis-à-vis de la gouvernance au Burkina Faso, la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire dépeint un Burkina Faso mal en point, corruption, gabégie, des politiques en déphasage avec les réalités du pays, aggravation de la cherté de la vie. Bref, les griefs sont cités à l'appel par l'organisation de la société civile. Arsène Konditande. Les défis sont nombreux pour le Burkina Faso, mais pas de réforme suffisamment profonde pour le sortir de l'enlisement. L'évolution de la situation nationale depuis le début de cette année 2019 inquiète la coordination des comités de défense des acquis de l'insurrection populaire. La crise sécuritaire est de plus en plus préoccupante et elle se transforme en affrontement intercommunautaire. Ces affrontements seraient suscités par les forces obscurantistes, selon le CDIP, afin de diviser les Burkinabés pour mieux prospérer. L'explosion de la crise sécuritaire se transforme malheureusement en affrontement intercommunautaire, comme ce furent les cas notamment à Yirgou et environnants et à Arbinda, dont les conséquences sont dramatiques en termes de pertes en vie humaine, en biens mobiliers et immobiliers et en cohésion sociale. À cela s'ajoutent ces derniers temps des assassinats qui ciblent des chefs coutumiers et des chefs cogolwéo, des fidèles et des leaders religieux musulmans et chrétiens incitant au conflit religieux. Sur le plan socio-économique, la déception est encore plus grande pour les membres du CDIP. La corruption gangrène l'administration publique et enrichit une minorité pendant que les conditions de vie des masses laborieuses se détériorent dans l'indifférence générale. Marquée par la hausse continue des prix des produits de première nécessité, les promesses d'euros corvées d'eau
et zéro délestage annoncés par le pouvoir à son arrivée se traduisent dans le quotidien des ménages et des petites entreprises et ateliers en zéro eau et zéro électricité. Et ce ne sont pas les communications outrancières sur des collectes, des séminaires et des journées portes ouvertes sur l'énergie qui allégeront les peines des populations. La crise multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso est la preuve de l'échec du pouvoir MPP et ses alliés, affirme le conférencier du jour. Le CDAIP invite les populations à la lutte pour un changement révolutionnaire, seule issue à la crise que traverse le pays. Passer de la parole à l'acte, le gouvernement, plus que jamais, décidé à réglementer les publications sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de mieux protéger les forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le projet de loi portant relecture du code pénal a été adopté ce jeudi en Conseil des ministres. Que veut exactement l'exécutif? Élément de réponse avec Roméo Koïta. Le projet de loi modificatif portant code pénal, adopté ce 6 juin au Conseil des ministres, est une relecture du code pénal. Selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit non seulement de réactualiser certains articles qui existaient déjà dans le code pénal, mais aussi y inscrire d'autres. L'objectif étant de faire face à certains défis sécuritaires, notamment la lutte contre le grand banditisme, la protection des forces de défense et de sécurité dans leurs opérations, et la protection de la dignité et l'honneur des victimes. L'idée étant de permettre à ce que le maintien de la liberté d'expression et d'opinion soit garanti, mais qu'également on n'arrive pas à définir où nos forces de l'ordre sont en opération, qu'est-ce qu'elles font, etc. On a vu par exemple des scènes de crimes terroristes publiées sur les réseaux sociaux. Parfois même, on pense que c'est du fait de peut-être des acteurs qui mènent l'enquête. Donc tout cela doit permettre quand même avoir un minimum de quiétude dans le travail de nos FDS. Je rappelle que ce ne sont pas des projets qui sont liberticides. On se souvient, il y a environ 1 an, l'activiste Naïm Touré avait été inculpé pour tentative de démoralisation des forces de défense et de sécurité suite à une publication sur les réseaux sociaux. La question est de savoir si ce projet de loi ne cible pas des personnes qui dérangent. Il ne s'agit pas de loi visant des acteurs en particulier, mais de lois qui doivent rester généralistes et ne pas être destinées à une personne en particulier. Vous savez, on rappelle par exemple dans le premier projet qui était arrivé, on avait voulu donc pénaliser le transfert par exemple d'un certain nombre de fichiers, d'images, etc. Dans ce texte-là, ça n'apparaît pas. Parce qu'on s'est dit que peut-être pour la presse, ça peut être un problème dans la pratique de la presse, même peut-être pour informer un certain nombre d'acteurs sur ce qui se passe, ça peut être une entrave. Donc le texte a été relu de façon consensuelle avec tous les ministères concernés, y compris le CSC. Ce projet de loi sera voté à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui se tiendra en ce mois de juin. Au titre du ministère de la Santé, aucune communication n'a été faite sur les nouvelles mesures du SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Mais le porte-parole du gouvernement assure que les discussions se poursuivent avec le syndicat et que le ministre de la Santé devrait bientôt se prononcer sur la question. En revanche, les choses ont plutôt bougé dans le domaine de la réglementation des messages sanitaires illustrés ou écrits sur l'étiquetage des produits du tabac. Un décret portant conditionnement et étiquetage des messages a été pris dans ce sens. L'autre objectif du gouvernement burkinabé, c'est bien d'augmenter la productivité agricole. Dans cette dynamique, l'exécutif peut compter sur les chercheurs de l'INERA qui ont cherché et trouvé. Plus de 300 variétés de semences ont été mises au point par l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole. Ce sont des fruits d'une décennie de labeur qui sont mis à la disposition des producteurs à l'occasion de la 10e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. Luc Pabelgem. Il est de coutume maintenant, depuis 10 ans à l'INERA, d'organiser à l'entame de la campagne agricole une foire aux semences de variétés améliorées de plantes. Du 6 au 9 juin 2019, tout ce qu'il y a de mieux en termes de recherche sur le maïs, le mil, le niébé, les arachides, le soja et les plantes sont exposés dans la cour de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Mais ce qui est mis en lumière à cette foire,
c'est la production des semences des cultures orphelines et de niche. Le voanzou, le gingembre, le taro, l'igname, le fabriama font partie des cultures orphelines et parmi celles de niche, on retrouve le paprika, le sésame, le souché, la patate, le manioc, le bissap et le gombo. À un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines cultures qu'on était en train d'oublier. On dit culture orpheline ou culture de niche. Même si ces cultures-là, en fait, elles rapportent des revenus aux producteurs, mais également elles rapportent de l'argent au pays, au Burkina Faso, en termes de recettes d'exportation. Donc nous avons décidé de vraiment cibler cette foire-là, la thématique de cette foire sur ces cultures orphelines et de niche. Passé l'étape de la recherche, la valorisation et la vulgarisation sont les moyens par lesquels ces semences de variétés améliorées peuvent parvenir aux producteurs. La recherche, en tout cas agricole, a beaucoup contribué. Les résultats mis au point quand même sont assez édifiants. Plus de 300 variétés de semences améliorées des plantes ont été mises au point. Et nos semences sont assez compétitives, notamment en ce qui concerne, je ne citerai que 2 ou 3, le maïs, le mil et le riz. Et c'est grâce à cette compétitivité d'ailleurs que pour le maïs, un projet effectivement a été conduit dans 3 pays. C'est à partir de nos 6 variétés de maïs que ce projet-là a été conduit, piloté par donc, le Burkina, étendu au Mali, au Niger. Problématique de la production des semences, des cultures orphelines et de niche dans un contexte de changement climatique est le thème de la 10e foire des semences de variétés améliorées de l'INERA. Ce chiffre à présent, environ 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La journée mondiale de l'environnement a été l'occasion pour l'ONU d'appeler à une économie verte pour sauver la planète. Au lycée privé Shalom de Bassiam à Ouagadougou, on maximise dans les sensibilisations. Didier Daourou, Arsène Konditamde. Assis sous des arbres, ces élèves du lycée privé Shalom de Bassem-Yam se cultivent sur l'importance de la protection de l'environnement. Organisée par les responsables de l'établissement, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. L'objectif recherché ici, c'est d'impliquer la jeune génération dans la quête d'une amélioration de la qualité de l'environnement. L'objectif, c'est d'informer le public à la base, en commençant par les enfants, qui vont être les relais auprès de leurs camarades qui ne sont pas forcément présents aujourd'hui, mais qui vont être les hommes de demain. Voilà. Donc, la célébration au niveau local, je crois que ça permet de toucher les principaux concernés. Voilà. Et quand vous prenez les populations à la base, et même si ils n'ont pas forcément fait des études en environnement ou autre, ils savent la relation qui les lie à l'environnement. Une relation qui nécessite urgemment un changement de comportement au regard des effets néfastes du changement climatique. Pour marquer cette journée, des œuvres d'art véhiculant des messages sur l'impérieuse nécessité de la protection de l'environnement ont été présentées aux élèves. Pour l'auteur, la Journée mondiale de l'environnement devrait être une occasion de marquer une halte pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux. C'est une journée où tout le monde doit prendre la question de l'environnement à cœur. C'est vrai qu'il y a tellement de journées dans la vie au cours de l'année, mais si la journée de l'environnement a été instituée, c'est pour que nous puissions marquer une pause. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finir avec les préoccupations de la vie avant d'inscrire la question de l'environnement à l'ordre du jour. Il faut marquer une pause, il faut laisser ses préoccupations et se tourner vers l'environnement. Donc, pour moi, c'est une journée qui nous permet de marquer une pause. La Journée mondiale de l'environnement est commémorée cette année sous le thème de la pollution de l'air. Selon l'OMS, environ 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique. Taxer la pollution, cesser de subventionner les combustibles fossiles et arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon, autrement, passer à une économie verte, c'est l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée mondiale.
L'objectif est ambitieux, mais le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme y croit dur. Inscrire 5 sites burkinabés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le projet mobilise les acteurs depuis quelque temps, des acteurs qui s'activent pour l'organisation de la 4e réunion des experts du G5 africain. Une rencontre préparatoire pour la 43e session du comité du patrimoine mondial, cadre qui va statuer sur le choix des sites à élever au rang de patrimoine mondial. Kevin Elodizaba, Roméo Quetta. Après les ruines de l'Europénie et le parc W, ce sont 5 sites de la métallurgie ancienne de fer que le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de la Culture, espère inscrire au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ce faire, il devra défendre sa candidature à la 43e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui se tiendra du 30 juin au 10 juillet prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Le Burkina a élaboré une proposition de nomination qui s'intitule « Les sites de la métallurgie ancienne du fer ». Nous avons essayé de recenser ces patrimoines archéologiques très importants et dont les plus anciens datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et nous avons essayé de montrer que c'est un patrimoine très important, mais en voie de menacé de disparition par un certain nombre de facteurs. Et nous avons aussi démontré que le Burkina est prêt à relever ces défis de protection de ces pièces uniques irremplaçables s'il a surtout l'accompagnement international à partir de l'UNESCO. Cette nouvelle inscription permettrait de sauvegarder le patrimoine culturel burkinabé pour les générations à venir. C'est de protéger ces biens-là pour les générations futures. Nous serons fiers de pouvoir montrer à ceux qui vont venir après qu'il a existé au Burkina Faso des ingénieurs, des savants qui ont pu, à partir de la latérite, extraire des particules de fer pour développer la qualité de vie des hommes de l'époque. Et c'est cet héritage-là que nous avons aujourd'hui et nous sommes obligés de le transmettre aux générations futures. Une inscription au titre du patrimoine mondial culturel devrait également permettre le développement du tourisme au Burkina Faso, pays confronté au terrorisme. Pour l'heure, le ministère de la Culture reste optimiste quant à la réussite de ce projet. À l'étranger, sale temps pour le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été interpellé à Paris par la justice française. Le président de la Confédération africaine de football interpellé par la police française. L'information a été diffusée ce jeudi matin par le journal français Jeune Afrique, qui précise qu'Ahmad Ahmad a été arrêté vers 8h30. Selon nos confrères, le Malgache a été arrêté en début de matinée à la demande de l'OCLIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Il se trouvait dans la capitale française où s'est tenu le congrès électif de la FIFA en début de semaine. Les enquêteurs veulent entendre le numéro 1 de la CAF sur la résiliation unilatérale du contrat qu'entretenait sa confédération avec l'équipementier Poma en faveur de Technical Steel. Ahmad se serait défendu à la mi-juillet au sujet de cet accord qui valait près de 830 000 $. La FIFA déclare avoir pris note des événements entourant l'arrestation d'Ahmad Ahmad. Elle a en outre ajouté qu'elle n'était pas au courant des détails de cette enquête et qu'elle n'est donc pas en mesure de formuler d'autres commentaires. Président de la République arabe d'Égypte. On en saura davantage dans les jours à venir sur cette interpellation du président de la CAF par la police française. Merci de nous suivre sur BF1. C'est la fin de cette session d'information. Restez avec nous. À 20h15, Rihanna Tawina vous retrouve pour les informations en langue nationale. Moré. À demain.